Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres du journal. Lancement du projet de dépollution de la baie de Han ce jour. Le projet coûtera 93 milliards de francs CFA. À terme, 500 000 familles devraient bénéficier d'un assainissement adéquat. Cheikh Tidiane Diouf est porté à la tête de la commune de Diass. Le tout nouveau maire fustige selon lui un accaparement des terres par l'État. Conséquence, l'accès aux parcelles à usage d'habitation devient quasi impossible. Et puis grogne au Grand Moulin de Dakar, les travailleurs ont entamé leur grève comme annoncé la semaine dernière. Ils sont déterminés pour la réintégration de leurs collègues licenciés. Tout de suite, le développement. Soyez les bienvenus. Tout d'abord, ce communiqué, le groupe de recherche et d'interpellation de la division des investigations criminelles a démantelé un vaste réseau de trafic de drogue à Hariala. Les éléments du dit service ont saisi au cours de l'opération 68 kg de chanvre indien, une opération qui entre dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue sur l'étendue du territoire national. Projet de dépollution de la baie de Han lancé aujourd'hui. Le montant global du projet est estimé à 93 milliards. À terme, 500 000 familles vont bénéficier d'un assainissement adéquat. Ce projet est financé par l'État du Sénégal, l'AFD, le Royaume des Pays-Bas, l'Union européenne et la Chine. Le reportage de Adam Assar et Cheikh Diop. Les travaux du projet de dépollution de la baie de Han démarrent bientôt. Un projet longtemps attendu. Sa réalisation est un ouf de soulagement pour le maire de Han Bel-Air. Voilà en effet une vingtaine d'années que nous attendions ce grand moment, une vingtaine d'années que nous appelions de nos vœux le démarrage effectif des travaux de dépollution de la baie de Han. L'attente a été si longue que nous ne pouvons pas nous empêcher de pousser un grand ouf de soulagement, qui changeront assurément le visage de ce qui est sans doute notre plus grand patrimoine, la très emblématique baie de Han. 500 000 personnes auront accès à un assainissement adéquat, une occasion pour les 9 communes impactées par le projet d'égrener leur chapelet de doléances. Au niveau de la commune de Thiaroye-sur-Mer, la population demande à être intégrée dans le projet de restructuration et de régularisation foncière et de maximiser le branchement domiciliaire, d'utiliser la main-d'œuvre locale dans les travaux, mais aussi dans la communication sociale. L'apport des partenaires techniques de développement dans la réalisation de ce projet est considérable. L'agenda vert, le pacte vert, est plus que jamais central pour l'Union européenne. Et je me félicite avec nos amis ici présents de l'engagement de l'esprit d'équipe de cette Team Europe, de cette famille européenne, pour rassembler autour de cette belle baie de Han le meilleur de nos efforts et de nos moyens. Le montant total de la réalisation du projet est estimé à 93 milliards de francs CFA. Pour le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, c'est l'aboutissement d'une volonté politique. Le coût global, toute taxe comprise du projet de dépollution de la baie de Han est de 93 milliards de francs CFA. Le projet est un levier pour faire avancer la réforme en cours dans le secteur par l'introduction du principe pollueur-payeur à travers l'application de la redevance d'assainissement industriel et la mise en place de mécanismes de pré-traitement des eaux par les industriels. Ce projet va améliorer significativement la qualité des eaux de la baie et assurer de meilleures conditions de vie aux populations riveraines. Le tout nouveau maire de Diass a énuméré un chapelet de préoccupations pour Cheikh Tidiane Diouf. L'État a pris toutes les terres, ce qui fait que les populations n'ont plus accès aux parcelles à usage d'habitation. Muntaga Kane. Cheikh Tidiane Diouf, le nouveau maire de la commune de Diass, n'y est pas allé de main molle pour défendre ses populations. Pour lui, l'AIBD et les différents pôles installés par l'État font étouffer Diass.
C'est qu'aujourd'hui, au niveau de Diass, nous sommes confrontés à un problème de foncier. Parce que Diass compte 93 km². Alors qu'aujourd'hui, on peut dire que les 75% des terres de Diass sont immatriculées au nom de l'État. Donc aujourd'hui, cette jeunesse-là qui doivent construire, malheureusement non plus vraiment de terres à usage d'habitation. Et ce que nous demandons également au président de la République, c'est prendre en compte vraiment ces problématiques-là. Le tout nouveau maire trouve que les populations de Diass sont exclues des logements sociaux prévus dans la zone. Il demande à l'État de rectifier le tir. Ces paysans qui étaient là, qui n'ont pas peut-être les moyens de s'inscrire en ligne pour les logements sociaux, il fallait impérativement que le ministre de l'Urbanisme pense vraiment à un quota pour que Diass puisse bénéficier de ces logements sociaux. Les 8000 hectares de l'aéroport qui est titré au nom de l'AIBD et les 3000 et quelques hectares de Daga-Kholpa, les 718 hectares des zones économiques spéciales intégrées, mais également nous avons une place qui était destinée aux gros porteurs qui faisait 100 hectares titrés au nom de l'État. Et puisque le gros porteur aujourd'hui a été déplacé à Diamniadio, je pense que l'État doit retrocéder ces terres-là à la population afin que les villages environnants de Kandam, de Touglou, de Benteñe puissent avoir des zones d'extension. L'Association des maires du Sénégal veut-elle faire bonne figure? En tout cas, elle se dit nullement contrariée après ce décret présidentiel réorganisant l'affectation des terres du domaine national. Le maire de Ngoundiane et secrétaire général de l'AMS estime que c'est presque un non-événement puisque les élus locaux restent au cœur des opérations foncières. Donc, le texte signé par Macky Sall vise simplement à impulser plus de rigueur et de vigilance. Il est joint au téléphone par Antoine Diouf. Il faudrait que les gens quand même soient très attentifs par rapport à leur analyse. En réalité, les conseils municipaux sont toujours habilités à délibérer, quelle que soit la superficie qui est accordée. C'est le circuit d'approbation qui va changer. Aujourd'hui, le seul changement, c'est que c'est toujours les conseils municipaux qui sont habilités à délibérer, mais quand la superficie dépasse 10 hectares, ce n'est plus du ressort du sous-préfet pour faire l'approbation, mais c'est du ressort du préfet s'il s'agit des anciennes communautés rurales et au-delà de 50 hectares du ressort du gouverneur. Ça, à mon avis, c'est pas que les maires sont dessaisis. C'est aujourd'hui, l'État veut apporter plus de rigueur, plus de vigilance par rapport à l'affectation, surtout quand il s'agit de superficies importantes qui vont souvent de contestation. Ça ne nous gêne nullement. Il faut que les gens vraiment sachent que les maires ne peuvent pas aujourd'hui s'arroger des prérogatives qui ne sont pas les leurs. Nous, ce qui nous importe, c'est de délibérer conformément au texte, mais conformément aux intérêts des populations. Et que ce soit le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur qui approuve l'acte, ce qui est important, c'est de prendre les tenants et les aboutissants, s'assurer que la prise de décision au niveau du Conseil respecte les procédures normales d'affectation de terre et le faire dans l'intérêt exclusif des populations et des investisseurs. Au contraire, c'est le pouvoir qui appartenait au sous-préfet qui est transféré pour une certaine limite au préfet et celui qui appartenait au préfet est transféré au gouverneur. Mais rien dans ce que les maires faisaient ne change, sauf que peut-être le circuit de décision peut être beaucoup plus long. Les travailleurs des grands moulins de Dakar ont entamé aujourd'hui leur grève. Ils réclament toujours la réintégration de 5 de leurs collègues licenciés. Ils dénoncent également leurs conditions de travail. Le directeur des ressources humaines de l'entreprise compte les recevoir, Aïssatou Diak et Souleymane Gueye. Les grands moulins de Dakar, une entreprise agroalimentaire qui n'a jamais connu de difficultés majeures après plus de 60 ans. Aujourd'hui, elle est secouée par une grève suite au licenciement de 5 travailleurs. Un licenciement jugé abusif. Tout est parti d'audio sur WhatsApp. On a licencié 5 de nos camarades, 5 de nos collègues, et on les a licenciés abusivement. Pourquoi on a dit qu'on les a licenciés abusivement? On les avait licenciés en même temps que 8 délégués du personnel, et moi j'en fais partie. Maintenant, nous, l'inspection du travail nous a réintégrés parce qu'on juge que pour le fait qu'on nous a licenciés est abusif et les motifs évoqués sont fallacieux. Mais malgré tout ça, et pour ces mêmes motifs, la direction s'entête à vouloir licencier 5 de nos collègues, des pères de famille.
des travailleurs dignes. Pourquoi? Parce qu'on a créé un groupe WhatsApp pour avoir notre assemblée générale. Puisqu'on est en période de Covid, on ne peut pas se réunir. On a créé un groupe WhatsApp, un espace de dialogue entre nous travailleurs. Alors la direction a commis la faute d'extirper des audios dans notre groupe WhatsApp privé, sans notre accord, sans notre aval. Il les a traduits comme bon lui semble. Il nous a servi des sommations interpellatives pour ensuite nous licencier abusivement. Ces travailleurs revendiquent leurs droits et comptent mener le combat jusqu'au bout. On a déploré surtout le climat social délétère qui règne dans cette entreprise depuis l'avènement de cette nouvelle direction générale. Ça fait plus de 6 ans. On vit un climat délétère extraordinaire au Grand Moulin de Dakar. Tous nos acquis sociaux ont été remis en cause. La colonie de vacances. Quand j'entends hier le DRH dire qu'on n'a pas organisé cette année ces colonies de vacances parce qu'il y a Covid-19. Moi, ça fait 5 ans, nos enfants ne sont pas partis en colonie de vacances. On n'est plus à l'ère où on bafoue les intérêts des travailleurs. On n'est plus à l'ère où on bafoue les intérêts des êtres humains. On est protégé par le Code du travail, par les conventions de l'OIT et par les recommandations de l'OIT. Et on va se battre légalement jusqu'à obtention de gain de cause. Le directeur des ressources humaines des Grands Moulins de Dakar trouve que la place de ces travailleurs est dans l'entreprise. Il compte les recevoir après leurs 48 heures de grève. Je suis convaincu que le dialogue peut être porteur de progrès si les acteurs sont des vrais acteurs du dialogue. Absolument, c'est ma priorité. Comment pensez-vous que je suis disposé à accueillir ces salariés lundi quand leurs 48 heures de grève décrétées? Ces travailleurs ne se laisseront pas faire, disent-ils. Ils comptent mener le combat jusqu'à ce que leurs doléances soient satisfaites, c'est-à-dire la réintégration de leurs 5 collègues. Dans une circulaire adressée à tous les officiers de police judiciaire, le procureur général a rappelé aux forces de l'ordre leur rôle dans la société. Document consécutif à plusieurs abus de pouvoir présumés des citoyens exigent le respect de la part de ces forces de l'ordre, Ndeye Nancy Diouf et Moussa Fall. L'utilisation des forces de police pour faire respecter les lois est parfaitement légitime pour le bien collectif. Il n'en demeure pas moins que des abus de pouvoir présumés sont de plus en plus fréquents. Ce groupe de jeunes autour du thé à la cité Fadia ont chacun une opinion différente sur la question. Pour un d'entre eux, les policiers doivent aussi respecter les civils puisque c'est pour veiller sur eux qu'ils sont là. Ils doivent nous respecter parce qu'ils sont là pour veiller sur notre sécurité. Des fois, on voit des hommes de tenue qui insultent ou qui violentent des citoyens et ça, sans aucune raison valable. Les jeunes de nos jours ne se laissent pas faire et pour éviter des problèmes, le respect mutuel est nécessaire. Bien vrai que nous dormons tranquillement pendant qu'ils sont dehors en train de veiller sur nous. C'est pourquoi on leur doit respect et considération. Mais il y en a qui abusent. Et avec cette nouvelle génération, ça ne passera pas. D'après cet homme, la seule différence entre la population et les policiers, c'est la tenue. Et eux-mêmes doivent respecter cette tenue pour se faire respecter. Je n'aime pas qu'on parle mal des hommes de tenue, mais des fois, ils abusent. La seule différence avec eux, c'est la tenue qu'ils portent. Et cette tenue mérite notre respect. Dans une lettre circulaire adressée à tous les officiers de police judiciaire, le procureur général a rappelé aux forces de l'ordre leur rôle dans la société qui est de veiller sur les personnes et leurs biens. La protection de l'enfance, une affaire de tous, des femmes en particulier. Un atelier a regroupé les femmes des départements de Pikine et Guédiawaye pour mettre en commun les stratégies de défense des enfants. Écoutons Omar Fall, le chargé de la protection des droits de l'enfant de l'ONG Eden. Ses propos sont recueillis par Mamadou Lamine Fati. Nous allons revenir sur cet élément avant la fin de ce journal. Parlons de l'habillement en milieu scolaire. S'habiller pour mieux apprendre, c'est le programme lancé par Afritex Diamniadio. L'ambition est la fourniture de tenues de qualité aux établissements scolaires. Le programme en question est financé par le PAMECAS. Reportage Babacar Sek.
Le développement de l'industrie du textile au Sénégal passera par son appropriation par les consommateurs locaux. C'est pourquoi Afritex a lancé un programme de confection de tenues destinées aux établissements scolaires. Dans le cadre d'un projet qui s'appelle Bien s'habiller pour bien apprendre. Donc c'est un projet qui vise à équiper les établissements scolaires de tenues. Donc c'est un projet qui a un volet social très important, puisque PAMECAS va permettre aux établissements qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir les tenues dès la rentrée. Bon, déjà, nous, on mise beaucoup sur la qualité des produits que nous offrons, le coût également. C'est de proposer des coûts abordables, puisque tous ces établissements sont très touchés par la maladie. Dans ce contexte de crise sanitaire, le partenariat noué avec les déclarants responsables des établissements sera un soulagement. Ils trouvent les structures scolaires à l'heure actuelle dans des difficultés extrêmes, en toute franchise. Alors, donc la quote-part qu'ils ont eu quand même à apporter du point de vue professionnel et d'ordre financier, surtout moral, donc ça, vraiment, il y a un impact au niveau quand même des écoles. Parce qu'ils nous offrent déjà des tenues scolaires qu'on peut payer avec des moratoires. C'est déjà bien. 1 milliard de francs CFA sera débloqué par PAMECAS, l'institution financière partenaire. La direction générale de PAMECAS a mis en place dans un premier temps une enveloppe de 1 milliard pour pouvoir satisfaire ce partenariat et que les établissements, quelle que soit leur nature, quels que soient leurs besoins, peuvent venir au niveau de nos guichets tout en cherchant que leurs dossiers seront traités dans les meilleures conditions, n'est-ce pas, avec aussi la possibilité aussi de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de beaucoup de facilités. Afritex s'est doté de machines de dernière génération pour livrer des produits de qualité aux établissements scolaires. Je vous le disais tout de suite, la protection de l'enfance, une affaire de tous, des femmes en particulier. Un atelier a regroupé les femmes des départements de Pikine et Guédiawaye pour mettre en commun les stratégies de défense des enfants. Nous allons écouter Omar Fall, le chargé de la protection des droits de l'enfant, des droits de l'enfant de l'ONG Eden. Il est interrogé par Mamadou Lamine Fati. L'enfant doit être protégé à tous les niveaux, en tout temps et en tout lieu. Et alors, toutes les populations doivent être acteurs dans la protection de l'enfant, à savoir les enseignants, les délégués de quartier et plus particulièrement aussi les femmes qui sont les mères et qui cohabitent avec l'enfant avant la naissance jusqu'à un certain âge. Donc ce sont les acteurs avec qui nous travaillons pour mieux protéger l'enfant. Que les femmes doivent porter le plaidoyer de la protection de l'enfant au sein des cultures territoriales, parce que vous savez très bien qu'au niveau de la nomenclature budgétaire des cultures territoriales, il n'y a pas un budget réservé spécifiquement à l'enfant. À chaque fois, on dit que c'est transversal. L'enfant est au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, mais spécifiquement, il n'y a pas de budget. Donc, il y a ce plaidoyer que doivent faire les femmes au niveau des autorités territoriales. Il y a aussi la sensibilisation sur les violences basées sur le genre que les femmes doivent faire. Et aussi sur l'autorité parentale, parce que nous avons remarqué que les parents ont démissionné sur l'éducation de leurs enfants. Donc, les femmes sont là aussi pour nous accompagner. Donc, c'est le réseau des marraines de Eden qui est là. Donc, on est en train de les former pour qu'ils puissent aussi servir de relais sur le terrain dans la sensibilisation et la protection de l'enfant. Coronavirus. À présent, 23 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui sur un total de 1170 tests. Il n'y a pas de décès. 92 patients sont guéris et 18 autres sont dans un état grave. Les conséquences de l'incendie de Sodifarm commencent à se faire ressentir dans les pharmacies, une situation qui risque de causer beaucoup de peine aux populations. L'incendie s'est produit à 72 heures de la journée mondiale des pharmaciens célébrée aujourd'hui même. Reportage à la Sagnan. Après le violent incendie, voici ce qui reste de la Sodifarm. L'entreprise de distribution des produits pharmaceutiques est réduite en cendres. L'impact se fait déjà ressentir dans les pharmacies. Que cela impacte notre travail parce que nous, on passe les commandes tous les jours. C'est tous les jours qu'on passe les commandes de médicaments. Et la preuve, hier, je n'ai pas reçu la commande. J'ai passé la commande et c'est à la descente que j'ai appris qu'il y a eu un incendie là-bas. Donc, ce matin, j'ai vérifié. Effectivement, je n'ai pas reçu la commande hier. Et c'est regrettable en tout cas. Un drame qui s'est produit 2 jours avant la journée mondiale des pharmaciens. Une occasion pour ces acteurs de la santé
de faire comprendre à la population le rôle d'un pharmacien. Bon, cette journée mondiale également va nous permettre, nous pharmaciens, n'est-ce pas, de pouvoir mieux faire comprendre, n'est-ce pas, à la population, n'est-ce pas, le rôle d'abord du pharmacien, l'utilité également du pharmacien dans la société, et puis surtout de pouvoir encore une fois de plus mener notre combat contre les médicaments de la rue ou bien les médicaments du marché parallèle. La célébration de la Journée mondiale des pharmaciens de cette année sera différente des années précédentes. On ne le sent pas trop avec cette maladie qui est la Covid-19 peut-être. Beaucoup ne sont pas concentrés sur certains événements. Donc on peut le comprendre pour cette année, mais on devait penser à plus l'organiser pour que ça ait un peu d'ampleur. Même ceux qui ne sont pas des pharmaciens seront au courant. La Journée mondiale des pharmaciens existe depuis 2009 et même si on en parle peu, en cette période de la pandémie du Covid-19, elle sera célébrée en toute sobriété. Direction le Mali, l'officier à la retraite et président de la transition du Mali, Bandao, ainsi que le nouveau président, le colonel Assimi Goïta, ont prêté serment aujourd'hui, une double investiture qui a lieu dans un contexte particulier, un peu plus d'un mois après le coup d'État et alors que la CEDEAO n'a pas encore levé les sanctions qui pèsent depuis sur le pays. Durant son discours, le président Bandao a salué la junte pour son esprit patriotique et de discernement et il s'est engagé à respecter les engagements pris par la CEDEAO ainsi que tous les textes internationaux signés par le Mali, y compris l'accord d'Alger. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h45. Tout de suite, la dernière partie de la totale bloc d'information avec Khalifa Diakhaté. Bonsoir.